de nouveaux marchés, et notamment dans les pays qui sont en développement. Ça, c'est un sujet qui est très intéressant, parce qu'il y a des marchés qui, aujourd'hui, coûtent trop cher, finalement, pour les assureurs. C'est pas assez rentable pour certains assureurs de se déployer sur certains marchés. Et demain, grâce à la blockchain, grâce à des coûts de transactions qui sont très, très largement réduits, grâce à tout ce qui tourne autour de l'automatisation, grâce à l'expérience utilisateur qui est proposée, on va pouvoir rentrer, et d'ailleurs les assureurs commencent à le faire, sur des nouveaux marchés, que ce soit des marchés géographiques ou des marchés qui sont considérés comme des marchés de niche. Voilà. Alors, Bob Trotzer, vous êtes de Allianz Technologies, et c'est vrai que l'intéressant pour nous est de savoir aujourd'hui quelle est l'utilisation concrète que vous faites de la blockchain actuellement, et depuis quand vous travaillez justement pour l'intégration de cette blockchain dans l'utilisation pour de nouveaux services d'assurance. So we are working on limited pilots and proofs in Allianz, and that includes real beneficial use case for customers. That's where we start. We have to start with those, and we have a number like the captive insurance, for instance, which allows us to streamline the process from months to days. And that includes multiple parties across various parts of the globe all coming together and sharing that shared version of the truth. So that's where we start with the pilots and the POCs, and then we look then to integrate that with the core systems where we can truly drive out value. And you know, there's lots of fluff and hype about all these different use cases, but when it comes down to it, if it's not impacting on customer experience, then it's not worth doing for us. It has to be primary, number one tier KPI is, does it improve the customer experience? Second, does it improve operational efficiency? And in doing so, it does what I sort of say, like it's an actuarial term, but we tend transaction cost to zero. So we turn the delta down, which means we can then take products and services to countries where cost is an issue, where scale is an issue, and we can really, really drive that into the heart of the business. Other use cases that have been delivered in other parts of the world around simple, unsexy, boring jobs that need to be done and need to be done over and over again. If we onboard clients properly, for instance, and tie simple things like a policy number to a bank reference number, it really makes a difference in terms of the quality of the data, and it also then makes a difference in terms of reconciling commissions, payments further down the line. So we remove those non-value adding costs from the process and allow our people to concentrate on the really value adding business. Okay, so saving time, improving KPIs, and trying to shorten all the, essayer de raccourcir tous les délais qu'on peut avoir au niveau de la chaîne. Et on sait qu'au niveau de l'assurance, vous le savez, qu'il y a plusieurs parties prenantes, et le but étant d'optimiser tout ça. Revenons sur des use cases extrêmement précis. What kind of use cases can you show us in insurance? I mean, we all know this the most common use case is for plane cancellation or plane delays, and that kind of insurances that can be, all the customers can be refunded automatically and very quickly. What are the other kind of use cases that you can deliver to us today? Well, thank you for the opportunity to be here. I appreciate it. At the Institutes, what we've done is we've said, well, blockchain is essentially a technology that has many use cases, but most of which revolve around the nature of blockchain, which is to share data. So we started a consortium because we believe that the real trick to this, if you will, is to get organizations to work together and be willing to share data. The technology itself, it's built on existing technologies with a new twist, not exactly complicated technology, but it's very, very effective. So some of the use cases we've looked at, which our members voted on, is proof of insurance. We have a production version of that already in use. Others would include subrogation, so netting of payments between insurance companies. We have a proof of concept of that. Parametric insurance, if you're familiar with that, that is an up and coming. It's been used before, but
parametric insurance certainly is an opportunity for organizations to save time, to help their customers by getting payments to them quicker, and by using outside data. One of the ideas of a blockchain is that you can use external, validated, trusted data in order to make decisions and take actions. Parametric insurance is a good example of that. And then a fourth production product we'll have ready next month is first notice of loss. So we went across the insurance value chain. We actually came up with about 200 use cases. The members of our consortium, we're a not-for-profit at the center of that. That's, we think, the way to go. The members vote on what those ought to be. The members include large US right now, insurance organizations, many of which you've probably heard of. So we think that blockchain combined with Internet of Things, combined with data analytics, is really going to change a lot of how insurance is done. And those are some of the use cases that we're working on right away, all aimed at saving time, saving money. Claude, alors, vous n'êtes pas un assureur, vous êtes un assisteur. Tout à fait. Voilà, c'est ça qui est intéressant pour que vous soyez sur le plateau, parce que c'est vrai qu'il y a souvent et on en a parlé ce matin à la radio, c'est qu'on a souvent, que ce soit au Maroc ou parfois ailleurs, une certaine confusion entre le métier d'assisteur et le métier d'assureur. Alors, on va dire, en schématisant assurance, on paye une prime, on a un sinistre, si tout va bien et qu'on n'est pas dans les exclusions, on est remboursé. Par contre, l'assistance, on est quand même sur une intervention humaine. En quoi la blockchain est une opportunité pour les assisteurs, vous qui êtes, vous êtes, je ne dis pas que les assureurs, ce n'est pas du concret, mais on est quand même que dans du remboursement dans les assisteurs, on vous envoie des gens, quoi. Alors, je pense que c'est du concret d'abord, pas pour les compagnies d'assistance, mais pour les compagnies d'assurance, qui, je rappelle, ont créé les compagnies d'assistance et qui en sont les propriétaires. Je dis souvent que, en fait, les compagnies d'assistance sont les start-up d'il y a 50 ans. Elles traitaient de la voix, elles traitaient de la donnée, elles ne le savaient pas, mais elles s'inscrivent complètement dans une chaîne assurantielle. Et en fait, je crois beaucoup que cette chaîne assurantielle qui se transforme en chaîne de services prendra demain le pas sur les compagnies d'assurance et le service assurantiel deviendra ou se transmettra entre autres par les compagnies d'assistance. Je vais revenir sur ce que disait aussi Pauline sur aujourd'hui l'assistance est concernée par la blockchain en réfléchissant sur le développement des smart contracts. Pauline en a parlé tout à l'heure. Il y a des choses assez simples. On travaille beaucoup avec l'assurance et puis les constructeurs automobiles. C'est mettre en relation le carnet d'entretien du véhicule, le partager avec les assureurs et les constructeurs et les assisteurs, chaque maillon trouvant en fait son rôle. Et à partir de là, avec la blockchain, ça va être capable d'ouvrir par exemple ce carnet d'entretien à des garages réparateurs agréés par l'un ou l'autre des tiers et donc favoriser ainsi l'assurance. C'est une meilleure traçabilité du consommateur, c'est une meilleure traçabilité du véhicule. C'est un exemple. Un autre exemple dans la maison connectée, dans la domotique, qui est un des enjeux aussi pour les compagnies d'assistance, c'est de travailler, par exemple, il y a aujourd'hui un POC serrure connectée à la Maïf, qui est un des actionnaires du groupe, mais qui mélange en fait à la fois l'IoT et la blockchain, en disant, dans cette chaîne mélangée blockchain-IoT, on peut trouver effectivement de la valeur pour le consommateur que nous sommes, et en fait, on va faciliter la traçabilité. Je vais juste rajouter un mot. Moi, j'ai une question sur la blockchain que je me pose. C'est est-ce qu'elle n'est pas déjà dépassée par des hash graphs ? Voilà, je joue peut-être votre rôle, je ne sais pas. Elle pose quand même le problème de la réglementation. Elle pose aussi le problème des bitcoins. Donc, je pense qu'il y a pas mal de sujets autour. L'assistance n'est jamais que de l'assurance. Il faut bien garder ça en tête. On agit au moment, c'est la partie, j'ai envie de dire, honorifique, entre guillemets, de l'assurance, puisqu'elle n'indemnise pas. Elle agit dans la matière, mais elle a une relation particulière avec le consommateur qui lui permet d'avoir accès à tout ce traitement des données. Alors, voilà. C'est vrai qu'on aimerait faire tout le panel sur la blockchain. On va juste un peu continuer. On a eu plusieurs use cases, là, et c'est vrai qu'on voit le niveau d'avancée en fonction des marchés qui sont adressés. Pauline, quelles sont les évolutions les plus récentes ? On a donné cet exemple-là. Il y a des exemples très concrets qui sont aujourd'hui opérationnels. Tout à l'heure, à la radio, j'ai une start-up française qui est arrivée qui s'occupe d'assurer des objets de grande valeur et exclusivement dans la blockchain, en marque blanche, sans être adossé à des compagnies d'assurance. Mais c'est vrai que ça ouvre des portes absolument incroyables au marché de l'assurance. Oui. Alors, ce qu'on voit en fait, disons depuis les 12 derniers mois, c'est deux phénomènes. Déjà,
le passage, on va dire, de la veille / le POC à du POC / des pilotes, avec des vraies mises sur le marché. Ces mises sur le marché, elles se font plutôt, de façon générale, bien sûr, il y a des exceptions, mais par des petites structures, soit qui sont incubées, d'ailleurs par des assureurs, soit dont une partie des fonds est détenue par les assureurs, soit qui sont faits en partenariat. Pour rebondir peut-être sur l'exemple que tu donnais, si on cite donc Monuma, Emmanuel intervient, je crois demain, c'est vraiment un tiers de confiance numérique des biens de valeur. Et par le biais justement de la blockchain, ça permet d'avoir finalement dans la poche une expertise 24/24. Ça permet, Monuma travaille en marque blanche, notamment avec des acteurs ici présents à table. Voilà, c'est un exemple où la disruption vient vraiment en fait d'une insurtech, d'une start-up. Si on prend un autre exemple concret, alors on parlait de l'assistance, je pense qu'on peut parler de Fidzi, donc, qui est l'assurance voyage, donc, qui est faite cette fois-ci par AXA, côté assureur, mais c'est typiquement l'activité traditionnelle des assisteurs. On est pour l'instant sur un use case très simple, les retards d'avion, les pertes de bagages. Il n'y a pas toute la complexité de l'assistance voyage, notamment avec tout ce qui concerne les frais médicaux. Mais là, c'est aussi un exemple où, en tout cas, il y a une mise sur le marché et on est en train d'apprendre, en fait, de voir ce qui va se passer. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, la première grande tendance, c'est la mise sur le marché maintenant. La deuxième chose aussi qu'on voit beaucoup, c'est les ICO. Les ICO, c'est la levée de fonds qui se fait par émission des tokens. Ils peuvent être acquis finalement cette fois-ci par n'importe qui, à peu près n'importe qui. Donc on n'est plus... Les levées de fonds en Bitcoin. Voilà, on n'est plus dans le modèle traditionnel, on va dire, de VC. Ils sont échangeables en fait derrière sur ces plateformes. Et ce qu'on voit, c'est que les montants investis donc via ICO augmentent de façon exponentielle. On était de mémoire à peu près 300 millions d'euros début 2017. On est autour de 8 milliards de dollars, et on est autour de 8 milliards actuellement. Donc c'est vraiment quelque chose d'exponentiel. Et derrière, il y a les activités qui sont en train de se créer. Et nous, chez PwC, on travaille là-dessus, autour de la certification et finalement l'audit de ces ICO. Donc ça, c'est vraiment les deux grands phénomènes que nous, on observe. Le passage finalement sur le marché, premièrement, et deuxièmement, l'explosion en fait des ICO. Et on n'est qu'au démarrage. Alors il y a quand même une considération extrêmement importante lorsqu'on est en train de parler de tout ça. Technology evolves very quickly, politics and law very slowly. And there are some legal requirements, some legal prerequisites that are unavoidable to make these smart contracts on va dire utiles, on va dire opérationnels. Quelle a été la démarche? What was the process in your countries, in your markets? Was the law followed the technology at the same level, or you have to be before the law? So the model that we followed and will follow at Allianz and have followed previously is to educate the regulators as we go along. Like this, let's be honest, this technology is very new. It's reasonably understandable, but we're all learning together. The POC stage was vitally important, and I think those companies that have walked their regulator along with them and educated them as they go along are in a better place to be able to deploy new products and services into the market. We want to, we're insurance companies. We're there to look after our customers. The regulator's job is to look after customers' interests. I don't think there's none of us here in this room are trying to do anything which is against the well-being of our customers. So if we walk along hand in hand, I think as I say, the regulator's there to protect the customers. We're not trying to do anything to do the customers injury or harm. So I think that's the best strategy to do it, alongside then, of course, building up. What we've done is working with universities and startups. The ICO phenomenon for me is really, really interesting. Like the amount of ideas
primarily coming out of it. Not so much the funding. I'll stay clear of that. I don't. It's a game in and of itself, but the ideas that are coming out of those startups are immense, and we can then look to see, yes, this is real. Okay, what happens if you had a bit of insurance expertise backing you? Again, can we start to drive cost out of our transactions? So we should keep on top, keep an eye on, look after, educate, and show the startups who don't perhaps have insurance backing or knowledge where they can apply their ideas in our business to really help us look after and get on board this U2D2 I talk about. It still needs a bit of work, please. Like unbanked, uninsured, dispossessed, and disenfranchised people. I think that's where blockchain has the highest promise, and I think it's incumbent upon us as large insurers, especially global ones, where we can take that global knowledge and then distill it into our local markets and really accelerate what they can do. So that's really our job, and I think it's fundamentally upon us as people who have the wherewithal and the resources to be able to do so, to go and help our fellow people and the people that we serve and the customers in those markets. Peter? Just on regulation. Yep. My organization, we have a tradition of educating regulators. And if you know our regulatory environment in the United States, it's pretty complicated. However, what we did is, because we think regulators are an integral part of a blockchain solution, we also own part of a Silicon Valley firm. We got 22 US regulators, brought them out and had them meet with insurance startups at an incubator. Because we believe from the ground floor, the regulator must understand this technology. I think it is transformative. It will do a lot of fundamental transactions. The good news for us was the regulators were very interested in learning about this technology. So that was a really fruitful sort of approach, the regulators being so important. And because in our country they're so fragmented, we have to have them develop a common understanding. So they will have access, actually, to our blockchain directly, so that they could theoretically, we haven't gone through this completely, but theoretically regulate in real time, which is very attractive to them. Because they're in the interest of protecting consumers. We're not trying to do anything to harm consumers, so we think that's a win-win. Je pense que ce point est très, très important et je crois qu'il y a quelque chose d'assez homogène across countries. C'est que globalement, on a quand même des régulateurs qui sont intéressés et qui finalement cherchent à vraiment comprendre le sujet, et ils ne sont pas forcément à suivre et à attendre, mais ils sont vraiment dans une idée de coopérer et de faire avancer les choses. Ça, c'est le premier point. Donc, il y a tout ce qui tourne autour des régulateurs et des instances de régulation qui sont propres à l'assurance. Il y a tout ce qui concerne le juridique, sur le droit des contrats, qui varie d'ailleurs d'un pays à l'autre. Et puis, il y a des réglementations qui traversent finalement les frontières sectorielles. Je pense par exemple à GDPR, où effectivement il y a un sujet autour des données. Mais là aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on finalement, avec la blockchain, on est sur de la pseudonymisation. Et en construisant des smart contracts avec le privacy by design dès le départ, on arrive finalement à être compliant avec les réglementations. Donc, il y a des sujets, mais on ne part pas, souvent on dit oui, il y a un vide juridique autour de blockchain. Il n'y a pas de vide juridique. Il y a des textes qui existent, qui doivent s'adapter, qu'il va falloir faire évoluer, mais avec la matière qui existe, on peut déjà finalement faire des choses. Voilà. Claude, sur le sujet de la régulation? Non, je crois que là, on est moins concerné. Oui. On suit un peu le mouvement. Donc non, j'ai rien à rajouter. Alors, toujours sur la régulation, ensuite je passerai à Big Data et aux analytics, parce que c'est quand même aussi la connexion qu'on peut faire avec la blockchain, parce que si on fait des exercices d'anticipation, on se croirait dans Matrix et Minority Report réunis, entre les analyses des données et les prédictions qu'on peut faire et la connexion à la blockchain. Il y a quand même un élément qui a été évoqué, c'est que ça permet de faire baisser les coûts et surtout ça permet d'adresser des marchés à l'international
de manière extrêmement facile et on va dire sur le même principe. Mais là, on se heurte à des réglementations. Il y a des différences de réglementation. Est-ce que ça, c'est aussi un besoin qu'il y a à avoir lorsqu'on a des grandes réglementations internationales qui régissent les banques, BAL 1, BAL 2, les assurances et solvency, etc. Est-ce qu'il faudrait, à l'avenir, une espèce de grand code numérique, grand code de la blockchain à l'international pour qu'on ait des choses qui permettent d'être valables dans tous les pays du monde? I think the cost element is really driven by common standards. That's where a lot of the cost is going to be taken out of our transaction business, and therefore that means standards which are internationally agreed. Because if we want to interact, like take for instance Allianz, we're part of the B3I consortium. We're now shareholders. It's been incorporated in Switzerland. That is necessarily going to drive a common standard amongst reinsurers and insurers. And that then, when we have that common standards, then others can come in and interact in that common standard based around Accord. I had a conversation yesterday with someone from the ISO team around developing international standards for smart contracts. We all know contracts sort of change over jurisdiction and time. What does that actually mean when we put that into hard code? How do you build a legal contract in code that allows for that flexibility? Do we have to build international standards around dispute resolution points in smart contracts, for instance? At what point can we interject the grey cells into the process? Because I'm an optimist in this view, but we will drive a lot of new jobs, new skill sets, and new requirements for dealing with this type of technology. So where do we have to build for the future? We can't lock ourselves into a system which is inflexible. And to do that, we do need international. And it'll be the industry primarily will start, but then we want cross-industry regulation so we can interoperate. The shared economy that was referenced earlier on, the insurance industry coming together, our adjacent industries that we work with, like the assistants, the car companies, energy, housing, the public authorities, fire, police. We're all going to have to interact on a common standard, which will drive that cost out of the business and drive those non-value-adding costs out of the business. Peter? Yeah, I completely agree. I think when we also look at standards, we look at blockchain in the context of Internet of Things and data analytics, right? Because if you combine those three technologies, you collect data through Internet of Things, you can then store it in a blockchain, you can do data analytics, then to analyze the data and create smart contracts, a series of rules, store that in a blockchain, then the next time you get input from an Internet of Things device, you can automatically execute it. All those need standards. And frankly, on the Internet of Things, there's not a lot of standards going on right now. So there are hundreds of startups in the Silicon Valley trying to do Internet of Things work. That gets very complicated very fast. So whatever the standard ends up being, there's definitely going to need to be some kind of standards, I think, along that continuum. Because if you have different standards in different parts of that, that becomes very complicated. If you don't have the standards, sort of a good idea of them fairly early, you're going to have to re-engineer a lot of things, and that gets expensive. So the faster that can happen, I think, the better off it's going to be. And the faster Internet of Things, blockchain, and data analytics will be implemented. I keep my eyes on you, Peter. Your job is to manage risks. Mm-hmm. Yep. So is the blockchain the best tool you ever had to accurately evaluate the risk of a customer? Again, the blockchain itself is probably not. The blockchain in combination with Internet of Things, data analytics, and the blockchain, I think, is. I've been in IT. I started in IT in this industry. I've seen a lot of technologies come and go. Individually, those technologies I just mentioned all would be impactful. The combination is very impactful, particularly if you think the world's biggest companies, Google or Alphabet and Facebook, what do they know? They know how we behave. They have all sorts of data. Well, now you can pull that data in. The amount of data that is now digitized has grown
grown exponentially. If we, at the end of the day, really ensure behaviors, either on personal or commercial lines, we have a much better picture. So combining those technologies together, yes, I believe that is why I'm very excited about this, because I think it gives us a much better chance to serve customers at a much more cost-effective way and give them more protection. So blockchain itself, in combination, that is a big deal to me. So if you know that I order a pizza with pepperoni and I get a cholesterol level high, okay, so you're gonna raise the price of my insurance. Okay, thanks. Peut-être Oui. juste pour ajouter par rapport à ce que dit Peter, effectivement, ce n'est pas la blockchain en soi, mais la blockchain combinée avec l'IoT, avec tout l'analytics, on peut s'attendre à vraiment une transformation majeure de tout ce qui est usage-based insurance. Pour l'instant, on a des pay how you live. Alors le pay how you drive, on a éventuellement un dongle, etc. Bon, c'est quand même assez limité. Si demain, on est capable finalement de savoir qu'une voiture qui est parquée, par exemple, dans le garage, elle n'a pas de risque d'avoir un accident, de collision. Donc, on ne va pas payer pendant le temps où elle est dans le parking pour une assurance qui ne sert à rien puisqu'on n'a aucun risque. Donc, imaginez que demain, finalement, avec tout l'IoT qu'on a, on va être capable de payer vraiment le juste prix, ça veut dire plus de transparence, une meilleure expérience client. Et je refais le lien sur la réglementation. Je sais qu'il y a FATCA qui arrive chez vous, donc nous, ça y est, on commence un peu à s'habituer. Donc tout ce qui tourne autour du Know Your Customer, maintenant il va y avoir le Know Your Machine, parce que la machine en elle-même va être porteuse finalement d'éléments qui vont permettre de faire des transactions. Et donc ça fait une évolution majeure aussi. Claude, quelles sont les applications qu'on peut voir venir dans le futur? Parce que là, on est en train de parler des cas aujourd'hui, mais l'étendue du possible est absolument incroyable lorsqu'on voit la combinaison des data avec la technologie blockchain. À quoi il faut s'attendre demain, que ce soit dans les métiers d'assureur ou dans vos métiers à vous d'assistant? Au niveau de l'assistance, on va vers, effectivement, Pauline en a parlé aussi, sur l'expérience utilisateur, sur des plateformes de digital de services avec de l'omnicanalité, avec la capacité d'offrir aux consommateurs d'autres produits qui sont bien au-delà de l'assurance. Parce que je pense que ce que pose cette problématique aujourd'hui, c'est quel est le rôle de l'assureur, mais surtout quel est le rôle que nous, consommateurs, nous attendons de notre compagnie d'assurance. Est-ce que nous allons voir notre assureur pour être assuré comme aujourd'hui? Est-ce que nous allons le voir parce que nous sommes dans une relation de confiance qui va me permettre, moi, consommateur, de dire je vais acheter autre chose que de l'assurance, je vais acheter uniquement du service, mais j'ai confiance parce que c'est mon assurance qui me guide depuis des années. Et je crois que le vrai problème, il est là. C'est-à-dire c'est cette expérience client et de retour d'expérience de la compagnie d'assurance vers son assuré. Et moi, qu'est-ce que j'attends comme consommateur? Donc, plateforme digitale de services, des services de plus en plus personnalisés, des services... alors je ne vais pas dire low cost parce que le terme pourrait être péjoratif, mais qui s'adressent différemment à ce que nous offrons aujourd'hui et qui répondent vraiment aux besoins on the spot du consommateur. Je vais prendre un exemple que je donnais ce matin. Ma génération, à 18 ans, passer le permis de conduire, acheter une voiture d'occasion et donc s'assurer. Aujourd'hui, un jeune de 18 ans ne passe pas le permis de conduire, donc n'achète pas de voiture, donc ne s'assure pas. Il va avoir appel à du covoiturage. C'est à 16 ans, hein. Comment? Aux États-Unis, c'est autre chose. Oui, aux États-Unis, c'est autre chose. Je prends sur le marché français et c'est de plus en plus cette tendance. Covoiturage, autopartage, donc des règles de consommation différentes. Et puis, une assurance qui a toujours fonctionné globalement sur des systèmes, je couvre le risque quoi qu'il advienne. Alors que là, on va avoir vraisemblablement des jeunes qui attendent, et qui vieilliront, mais qui attendent des comportements beaucoup plus liés à je consomme aujourd'hui, je veux être assuré aujourd'hui, je veux être identifié aujourd'hui, reconnu aujourd'hui, et que donc tous ces systèmes de blockchain et d'intelligence artificielle, on m'offre au moment où j'en ai besoin le service auquel je peux prétendre et que j'attends. Le reste du temps, je ne veux pas entendre parler, je ne veux pas payer pour. Et je pense que la grande évolution pour nos métiers, elle est là. Pauline, à quoi on peut s'attendre demain? C'est vrai que là, on a pris des use cases qui sont... je ne peux pas dire simple, mais aujourd'hui, on est obligé de dire simple. On a pris l'exemple de Fitzy et d'autres
d'autres L'assurance mécanismes. indicielle, par exemple, Voilà, l'assurance paramétrique. Voilà, où c'est beaucoup plus complexe, où peut-être qu'il y a plus de parties prenantes, où il y a plus de paramètres à avoir pour juger que le sinistre rentre bien dans le contrat d'assurance, qu'il y a des nuances à appréhender. Est-ce que ça sera possible demain? Oui, alors déjà l'exemple que je citais juste avant, qui était vraiment le véritable use-based insurance, où on va avoir un prix qui va être presque calculé en temps réel, en fonction de la sinistralité qui est constatée, une assurance qui va être on et off, vraiment en fonction de l'usage. Ça, on n'y est pas du tout aujourd'hui. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, une piste très, très, très intéressante. L'idée, c'est que ce qu'on voit, c'est que les frontières, effectivement, je pense que c'est très intéressant, entre les industries, elles deviennent de plus en plus poreuses. Et finalement, l'assurance de demain, ce sera tout un écosystème. Je pense notamment, on parlait du smart home, les smart cities. Et finalement, c'est le sharing de toutes ces données avec l'IoT qui pourra passer par la blockchain, qui fait que demain, le champ des possibles, on ne sait pas ce que c'est. Ce qui est certain, ma conviction, c'est que l'assureur qui aujourd'hui est là, qui vend son contrat à un client, il ne se passe rien en général. Au bout d'un an, on reçoit une lettre avec un renouvellement et on a la chance de pouvoir payer avec une augmentation parce que entre-temps, les primes ont augmenté. Éventuellement, de temps en temps, il y a un sinistre. Ça, je pense que ce sera fini. Les assureurs vont de plus en plus, je pense, évoluer alors vers un rôle de gestionnaire de risque ou plus, et le service, et je pense que le rôle de l'assisteur va être de plus en plus important. On a sorti il y a un mois là, une étude. On fait chaque année une CEO survey où on interroge les dirigeants sur leurs sujets de préoccupation. Les dirigeants d'assurance sont ceux qui considèrent que leur secteur sera un de ceux qui sera le plus disrupté. Et quand on leur demande, donc disrupté qui va changer, et on ne sait pas vers quoi, et quand on leur demande, mais pourquoi finalement, qu'est-ce qui vous fait penser que votre secteur va être fortement disrupté? La première raison qui est invoquée, c'est que les processus, les technologies et tous les services qui sont actuellement proposés par des assureurs vont totalement être modifiés avec l'apport de la blockchain, du data analytics et de la robotics. Et ça, c'est pour 37% d'entre eux. Donc on voit bien que les assureurs eux-mêmes, finalement, savent que leur métier va évoluer. Vers quoi? Eh ben, on ne sait pas encore. Alors, j'ai des questions. Allez-y. Juste rajouter, c'est ce qui va poser aussi un problème et qui pose un problème aujourd'hui, c'est tout le mécanisme mathématique du mode de fonctionnement de l'assurance. Puisque globalement, je vais devoir calculer, aujourd'hui je calcule des risques, là je vais devoir les calculer au moment où. Donc je suis sur des schémas qui sont très très différents et qui vont modifier considérablement le mode de fonctionnement de l'assurance tel qu'on le pratique depuis des années. Je parle de l'assurance sur les aspects auto-habitation, je ne parle pas des assurances vie, c'est encore un autre schéma. Mais ça, je pense que c'est un des points aussi importants sur toute cette mécanique qu'on ne maîtrise pas forcément parce que cette nature de risque, on ne l'appréhende pas aujourd'hui forcément de la même manière, puisque si je m'assure à un moment donné, c'est qu'a priori, je suis en train de créer un risque beaucoup plus important que si je suis assuré pendant 12 mois de l'année. Donc ça aussi, ça pose pas mal de questions. We have some questions from the audience. I'm going to ask a couple of questions. There is one about consumption of power. Blockchain is consuming a lot of power. Is it eco-friendly? What does Trump say about that? I recently read a statistic that the Bitcoin blockchain consumes the same amount of power as my home country of Ireland does in a day. That's quite a lot of power, and that's quite damaging to the environment. So yes, I think for us as insurers and for industry and across industries that we will adopt blockchain and distributed ledger technologies that do not require proof of work. I think that's the key point here. Proof of work is the mechanism by which we prove that a block is ready for the chain, and it consumes an enormous amount of energy. There are other consensus mechanisms, and this is where I think we forget about our own grey cells. We're going to be key
key blocks in the chain, if you like, of blockchain, IoT, data analytics, the human ingenuity to be able to solve these problems. I'm a great optimist and a great believer, and I think we will. And we have come up with consensus algorithms that don't require the same power consumption. I certainly don't want to kill the world running a couple of Bitcoin nodes in my backyard. I don't, by the way. I think it's human ingenuity tied with the blockchain will solve that problem, no doubt. Yeah, I agree with you. The proof of authority or something else. Most of the blockchains we see for business use will be amongst organizations, companies who know who everybody is in that blockchain. So it's not like Bitcoin. It's not a public blockchain. So as was said, the energy requirements drop significantly because when somebody says the truth is the truth, it's said by a trusted source, if that makes sense. So you said it better, but the proof of work is the trick, or the proof, how do you decide what's true? The consensus mechanism is the trick. Quelle est la différence entre blockchain et machine learning? What's the difference between blockchain and machine learning? This is so blockchain, whenever we add blocks or transactions to the ledger, we get this immense amount of data. In a machine learning data scientist's heavenly world, this data is clean, it's nice and tidy, it's ordered, it's structured. It's a data scientist's dream. You put that kind of data to work and build machine learning algorithms on top of it, which is the difference. So blockchain gathers or consumes or outputs the data. The algorithms then merely feed on that and give you, for instance, why does my dollar sit in a bank for 5 days in this bank and only 3 days in this bank and 52 minutes in that bank? It'll give you insights to go and attack crappy processes and reduce, again, take low value costs out of the business. Ma dernière question sera autour de la fraude. Let's talk about fraud in insurance. I know that's a federal crime in the United States, I think, insurance fraud. It's a crime everywhere, is it not? Huh? Fraud's a crime everywhere. No, but it's federal crime in the United States. It's a crime everywhere. You want me to burn my car, maybe. Mais est-ce que c'est un moyen aujourd'hui qui est aussi plus efficace pour limiter la fraude? On sait que dans certains compartiments des assurances, ça peut monter jusqu'à 20%, pas partout. C'est un vrai challenge pour les compagnies d'assurance. Est-ce que le blockchain aussi peut faire baisser ce niveau de fraude? Est-ce qu'on a une idée sur l'impact que ça peut avoir? Certainly, fraud is a significant problem, and I think blockchain technologies can help solve that problem. If you think about the sources of information about somebody who's trying to commit fraud and where that's stored and then readily acceptable to any organization that's about to transact business with somebody, then blockchain is very much a help to do that, because you can store data about a person who's tried to commit fraud and make that accessible to everybody. And blockchain being a public ledger amongst the participants, there are databases that do that now, but blockchain, I think, enhances the capabilities and makes it easier to add more sources of data. So I think fraud is certainly something that a blockchain technologies can help solve. Just on that, like a proof of concept that I carried out a while ago allowed us to detect duplicate health claims fraud without sharing any customer data to the network. So if you can determine a unique portion of a health claim, hash it up, put it to the ledger, another company comes in, checks that for the same fingerprint, if you like, you've basically detected a fraud without sharing any customer information, and that is a GPDR dream. Alors, on me dit qu'il faut que je donne la parole à mon ami Hamid Faridi. Hamid, est-ce que tu m'entends? Absolument, totalement. Tout va bien? Oui, très bien. Tu la payes très cher, ta prime d'assurance pour ton crédit immobilier? Oui, tout à fait. Tu as fait ta visite médicale? On n'en aura plus besoin finalement de visite médicale aussi, pour fixer les primes d'assurance. Je t'écoute, Hamid. Voilà, plusieurs questions, plusieurs interrogations dans la salle et des questions qui vont, encore une fois, nous permettre d'éclairer un autre aspect de notre sujet.
Mais une question qui revient, est-ce que la compagnie d'assurance traditionnelle est apte à accueillir et à exploiter tout le potentiel des blockchains? Voilà une question qui est revenue pratiquement 3 fois. Une autre question encore, par rapport aux données collectées par les compagnies auprès des tiers, qui sont frappés quand même du sceau de la confidentialité, comment les gérer par rapport aux freins réglementaires? Et puis, une question technique, certainement par un spécialiste, qui dit, y a-t-il un avenir pour les smart contracts sans blockchain? Merci Hamid. Alors, première question, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement important, et on peut voir l'impact que ça peut avoir sur le métier traditionnel des assureurs. On pourrait voir l'impact aussi sur les courtiers et les agents, parce qu'on est dans la désintermédiation, alors que le métier d'assurance, c'est une grosse part, c'est de l'intermédiation. Est-ce qu'on a la capacité d'absorber finalement cette technologie dans toute sa dimension? Alors, moi je pense que oui. D'ailleurs, je veux dire, aujourd'hui, Allianz, c'est une compagnie traditionnelle qui se réinvente, mais voilà, AXA en est une. Je pense que justement, on voit que les assureurs, en fait, depuis 2014, commencent à vraiment investir et à peser dans l'univers des insurtech. C'était 25% à peu près des investissements qui étaient faits, des levées de fonds sur les insurtech qui étaient faits par des assureurs en 2014. En 2016, c'était 50%. Moi, je pense que la disruption aujourd'hui, de ce qu'on voit, elle vient plutôt d'acteurs innovants de type start-up, insurtech. Mais comme ils sont petits et que l'enjeu de la blockchain, c'est de scaler, ils ne peuvent pas scaler tout seuls. Et je crois beaucoup, moi, au partenariat, quelles que soient les formes, hein, que ce soit des contrats, des partenariats classiques, de l'investissement, que ce soit de l'incubation en interne. Je crois beaucoup à ça. Alors après, il y a des assureurs traditionnels qui pensent encore que c'est un buzzword. Il y en a qui pensent que le digital, c'est un buzzword. Bon, ok, donc il y a peut-être certains acteurs traditionnels qui seront, entre guillemets, inaptes à prendre le virage de la blockchain, mais je pense que la plupart le prennent et l'ont déjà entrepris d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais juste enchaîner sur cette question très rapidement avec une question très simple. Are brokers and insurance agents, are they afraid of this technology? Because we're talking about... On est en train de parler de désintermédiation. Est-ce qu'il va falloir se réinventer aussi sur ces métiers-là? Well, certainly disintermediation and brokers, there's certainly a concern about that. In fact, in our consortium, we have the world's largest broker as a member of our consortium and a couple others. So they're interested in this technology. From my own personal point of view, insurance continues to be a relatively sophisticated product that I personally want to sit and discuss with somebody. So I think the technology's there at the low end. If it's already a commoditized product, certainly auto insurance in the United States, very much commoditized. I can go and buy an auto policy online very rapidly for a relatively inexpensive price. That has already been disintermediated. I believe that blockchain and all these technologies will certainly be beneficial to customers, but the disintermediation I'm a little skeptical of, frankly. I think there's a lot of talk about that, but I want to talk to the person that's insuring my greatest assets. I don't want to try, and my background's IT. So I think brokers understand this. I think the big commercial brokers certainly have invested a lot of money in technology and data analytics, in different kind of blockchain technologies so that they can advise their customers. So I'm of the opinion that the disintermediation is probably not going to be as great as perhaps others think. I would agree with that. I'd say like in the actual cases that go down, if you make it easier for brokers to sell your product, that means they can sell more. Like realistically, insurance is a hugely underpenetrated product or service in every country. 9-10% in some countries. There's a huge protection gap out there, and the technology in the short to medium term will allow us to give brokers more face time with their customers, more time to sit down, explain the benefits, and sell more product, and for the good of
of the towns, villages, families, communities that we all serve. So the technology is really going to help the brokers, and if they're wise, they'll come along on the journey because their business model might change a little bit, but certainly it'll be for their benefit to come on board because they'll just get more face time, more sales, and it's for their benefit also. Claude. Non, moi je voudrais juste rajouter que la blockchain, ce n'est qu'un des éléments de désintermédiation. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et c'est une façon, pour moi, plus une opportunité d'accompagner le consommateur et d'être au plus près de ses préoccupations aujourd'hui, plutôt qu'un danger réel. Alors, il remet en question un certain nombre d'éléments, mais je rappelle aussi que les constructeurs automobiles sont très friands des données aujourd'hui, que Tesla parle de créer ses propres produits d'assurance, que Tesla aujourd'hui récupère, nous sommes les histoires de Tesla, mais donc récupère un certain nombre de données de par les pannes de véhicules et autres et les comportements des consommateurs. Donc la blockchain, ce n'est qu'un des éléments de ce que nous vivons aujourd'hui dans toute cette problématique de la disruption du digital. C'est un des éléments, il en fait partie, c'est un élément fort, mais globalement, je pense que comme pour d'autres sujets, il faut le traiter en opportunité et ne pas se voiler la face. On l'a en face de nous, à nous de l'appréhender de façon à pouvoir répondre, moi je dis toujours, aux problématiques des consommateurs que nous sommes. On est peut-être assureurs, mais nous sommes aussi des consommateurs. Les consommateurs ne sont pas des choses étranges qui sont autour de nous. Voilà. La troisième question, parce qu'il nous reste 5 minutes, après je pense qu'il faut qu'on passe au vote pour vous permettre de voter. La troisième question, c'était est-ce que les smart contracts peuvent exister sans blockchain? Absolument. Alors après, il y a la terminologie du smart contract, mais on peut parler par exemple de tout ce qui est proactive claim, où aujourd'hui, donc je vais prendre l'exemple simple que tout le monde peut comprendre de FIDI. Aujourd'hui, c'est un smart contract qui se déclenche donc avec la blockchain, où finalement on a l'oracle, c'est les horaires d'atterrissage du Je vous ai vol. dit qu'on était dans la matrice, on parlait d'oracle. On est dans l'oracle. Il manque plus que Néo. Bon, mais on peut tout à fait, et d'ailleurs des assureurs de la place y travaillent, proposer la même typologie de service, c'est-à-dire une fois que le client qui a souscrit son assurance voyage atterrit et a du retard, il peut recevoir une notification et on lui dit voilà, ton avion a du retard et donc on va te créditer de X euros. Il n'y a pas besoin de blockchain pour faire ça. Ce qu'apporte la blockchain, c'est d'abord une transaction, un coût de la transaction beaucoup moins important, mais on peut faire de la proactive claim de façon entre guillemets traditionnelle. Voilà. Bien, merci à tous. On va vous faire voter. Alors je pense que c'est le moment, Hamid, de voter. Je pense que oui, c'est comme The Voice, mais vous n'avez pas besoin de vous retourner. Déjà devant tout le monde, si vous voulez pousser la chansonnette, allez-y, vous avez des micros. Faites ce que vous voulez. On arrive à la fin. Alors, quelles sont les technologies qui vous paraissent essentielles à la transformation digitale? Et ben voilà, vous avez 4 réponses. Big Data et Analytique. Réponse 2, Intelligence artificielle et robotique. Des 3, Mobile et Internet des objets. 4, Blockchain. 5, un mixeur, si vous voulez. Que vous voulez, ou tout à la fois. On vous laisse voter. Voilà. Alors ça va prendre quelques temps. Vous êtes tous en train de voter là? Je ne vois pas le nez sur vos téléphones. Alors on va voir. Est-ce qu'on a des résultats? J'ai un grand moment de solitude. À part ça, tout va bien? C'est bon? C'est là que c'est bien d'être journaliste. Oui, bah c'est ça. On est censé parler pour ne rien dire. Mais on a dit beaucoup de choses intéressantes, donc vous m'excuserez pour ça. Est-ce qu'on a des réponses? Ou alors il vous fallait plus de réponses? Il faudrait que ça fonctionne par blockchain, on aurait automatiquement voilà. la réponse en fait. Voilà. Bon. Voilà, on aurait ça automatiquement. Bah écoutez, on aura la réponse. Vous revenez la semaine prochaine ou pas? Non, ça va venir, bien évidemment. Alors, on a 75% qui sont quand même basés sur le big data et l'analytique, 25% pour l'intelligence artificielle et robotique, et blockchain, vous avez convaincu personne, je suis désolé. Il faut changer de métier. I need a new job. Ah, non, ça se complète. Attendez. Bon, c'est partagé, ça arrive en temps réel, la blockchain est apparue, ça recule, 70%, big data et analytique. Bon, je pense qu'on a la grosse tendance. La grosse tendance aujourd'hui, dans la transition
digitale, la transition technologique, c'est de passer par ça commence à baisser. Ah voilà. Vous voyez comment on peut influer sur les votes, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Bon, ça évolue. Bon, écoutez, on va en rester là, mais en tout cas, une tendance. Vous pouvez applaudir nos panélistes, j'étais ravi. En tout cas, merci beaucoup pour toutes ces analyses et toutes vos connaissances. Je vous dis à très bientôt, j'ai été ravi d'être avec vous.